Je vais aborder effectivement les rapports entre changement climatique, sécurité alimentaire et santé. Ce n'est pas un agroéconomiste qui va essayer de décortiquer les différents impacts sur la santé que les phénomènes qui seront à l'œuvre ou les modifications que les changements climatiques pourraient provoquer dans le système de production alimentaire vont entraîner. Je me cantonnerai plutôt à essayer de donner quelques traits du paysage qui risque de nous attendre dans les prochaines, ou d'attendre ceux qui viendront après nous dans les prochaines décennies. Ça m'amènera à d'abord essayer de mettre en perspective ce qu'on pourrait appeler un triangle agriculture, sécurité alimentaire et santé. Et déjà, c'est assez réducteur parce que je privilégie l'agriculture. Il faudrait aussi prendre en considération la partie pêcherie. Je reviendrai sur ce que c'est que le défi de nourrir 10 milliards d'êtres humains, puisque c'est un peu l'ordre de grandeur vers lequel on s'oriente, pour revenir un peu sur déjà un constat qui est évident aujourd'hui, c'est que le fait de nourrir 10 milliards de personnes, ça constitue un défi et la sécurité alimentaire aujourd'hui est plutôt en équilibre précaire. Que par rapport à cet équilibre qui est déjà précaire, qu'apporteront les changements climatiques tels qu'ils sont déjà simulés dans les nombreuses études de simulation, et on évoquera éventuellement des adaptations possibles. Alors, un petit rappel de la définition même de la sécurité alimentaire telle qu'elle a été établie au sommet mondial de l'alimentation en 1996. La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes en tout temps ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive, qui satisfait les besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine. C'est une définition qui est le produit d'une évolution sur plus d'une vingtaine d'années qui a essayé d'enrichir la notion même de sécurité alimentaire, d'abord en ajoutant une dimension nutritionnelle qui était absente dans les premières formulations, qui se réduisait à une appréciation, j'allais dire, énergétique, et puis en prenant en considération aussi des dimensions sociales, économiques. Alors, il y a quatre dimensions qui sont attachées à à ce concept de sécurité alimentaire. La notion de disponibilité, tout d'abord. Il doit s'agir à la fois d'une quantité suffisante, d'une qualité appropriée, qu'elle provienne d'une production nationale ou qu'elle soit le produit des importations, y compris en intégrant là-dedans l'aide alimentaire. Et on verra effectivement que les changements climatiques peuvent éventuellement avoir des impacts différenciés sur la dimension quantitative et sur la dimension qualitative. La deuxième dimension, c'est l'accès à la nourriture, donc qui relève d'une question de droit, de distribution en quelque sorte. Troisième dimension, une utilisation, la dimension de l'utilisation, donc qui a trait à une diète appropriée, mais aussi qui renvoie à la nécessité de pouvoir disposer en même temps d'eau potable, d'assainissement et de soins de santé. En fait, on ne peut pas séparer la nutrition de ces facteurs non alimentaires. Et puis, l'accès à cette alimentation doit être stable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être soumis à des fluctuations importantes. Alors, si on essaie de schématiser les liens entre sécurité alimentaire et santé, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire l'abstraction de ce qui conduit à réaliser la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la production agricole et la transformation, de sorte qu'on a ici un ensemble de liens que j'ai essayé de rassembler. Du côté de la santé, évidemment, il faut évoquer à la fois des dimensions individuelles et collectives, il faut évoquer des formes aiguës ou chroniques de problèmes de santé.
Du côté de la sécurité alimentaire, je viens déjà d'évoquer les quatre dimensions et éventuellement les changements climatiques peuvent intervenir de manière différenciée sur chacune de ces dimensions. Et d'autre part, du côté de la production agricole, eh bien, il faut évoquer l'utilisation que fait cette production agricole d'engrais, de pesticides, d'eau, des problèmes aussi des dimensions spécifiques à l'élevage, à la biodiversité. Il faut évoquer aussi ce que le rôle que joue la transformation alimentaire pour évidemment transformer et mettre en forme les produits agricoles pour les rendre utilisables au niveau de la consommation alimentaire. Ce que j'ai voulu aussi évoquer par le jeu des flèches, c'est que si la production agricole est une condition de la réalisation de la sécurité alimentaire, vous vous rendez compte que les flèches entre le secteur santé et le secteur sécurité alimentaire sont à double sens, de même qu'elles sont à double sens pour ce qui concerne la relation entre santé et production agricole. Je veux souligner par là que, évidemment, si la production agricole, dans certaines de ses dimensions, peut entraîner des problèmes de santé, à l'inverse, l'état de santé de la population, et c'est manifeste dans des continents où une bonne partie de la population rurale, donc agricole, n'arrive pas à satisfaire ses besoins alimentaires de manière correcte, eh bien cet état de santé influe aussi sur la productivité agricole. Et d'autre part, effectivement, des problèmes de santé importants comme le sida, comme le paludisme, sont effectivement directement responsables d'une certaine incapacité des populations rurales à réaliser pleinement leurs activités de production. De la même façon, on aurait ce double sens entre santé et sécurité alimentaire. Alors, un enjeu, nourrir 10 milliards d'hommes. En réalité, comme vous le savez, on s'oriente vers une stabilisation dans les schémas actuels autour de 9 milliards d'œufs en 2050, ou un peu plus tard. Mais ce défi de nourrir 10 milliards d'hommes, eh bien, il est évoqué depuis plus de 2 siècles. C'est d'abord un débat entre Robert Malthus et puis Godwin, deux pasteurs qui ont laissé connus pour des positions à la fois antagoniques et quelquefois assez radicales sur l'avenir de la population mondiale. On sait que Malthus était relativement pessimiste de ce point de vue-là, alors que Godwin, quelques années plus tard, répond en disant que selon son évaluation, selon ce qu'il perçoit des disponibilités de terres agricoles et des techniques agricoles du moment, la planète pourrait porter 10 milliards d'hommes. On est en 1802. Quelques années plus tard, 150 ans plus tard, le débat rebondit en quelque sorte. J'étais à l'époque étudiant à l'Institut national agronomique de Paris, qui est maintenant devenu AgroParisTech, et j'ai eu le privilège d'avoir des professeurs qui ont adopté aussi des positions relativement antagoniques en ce qui concerne la dimension démographique et la capacité du système alimentaire mondial de nourrir toute cette population. Alors, vous voyez, en 1800, on est autour d'1 milliard de personnes. En 1960-70, on est autour de 4 milliards. Beaucoup de gens ont entendu probablement évoquer le livre de René Dumont et Bernard Rosier, « Nous allons à la famine » en 1866. Et puis, quelques années après, un autre professeur de la même institution, Joseph Klassmann, publie un livre intitulé « Nourrir 10 milliards d'hommes », en réaffirmant effectivement des thèses proches de celles de Godwin, que nous avons effectivement tout à fait la capacité de nourrir cette population. Alors, j'accorderai aussi une mention spéciale à Henry Kissinger, secrétaire d'État américain dans les années 70, qui mentionnait en 1974 que dans 10 ans, donc en 1984, aucune femme, aucun homme, aucun enfant ne s'endormira en ayant faim.
Alors vous voyez qu'on continue à vivre dans la même opposition. Aujourd'hui, en 2015, la population mondiale est de l'ordre de 7 milliards 300 millions et les projections sont de 9 milliards pour 2050. Avec ou sans changement climatique, sera-t-on capable d'assurer la sécurité alimentaire de cette population? On s'aperçoit qu'essayer de prévoir cet état de la sécurité alimentaire à court terme constitue un défi, mais alors qu'en est-il à long terme? Si on projette aussi l'évolution des chiffres de la population, du nombre de personnes considérées comme insuffisamment nourries selon les critères de la FAO, on obtient la courbe que vous avez en bleu sur la période 1990-2015. Or, au sommet mondial de l'alimentation en 1996, la communauté internationale s'était engagée, en quelque sorte, à tout mettre en œuvre pour que le nombre de personnes insuffisamment nourries dans le monde diminue de moitié, ait diminué de moitié en 2015. Ça, c'est représenté par la droite en pointillé rouge. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il reste encore un certain écart entre les deux courbes. Ce qui fait que probablement on s'attendait à ce qu'un tel objectif soit difficile à atteindre, et la même communauté internationale en 2000 a voulu réaffirmer un engagement, mais cette fois-ci en disant qu'il fallait s'engager à ce que la proportion de personnes mal nourries diminue de moitié d'ici 2015. On est en 2015 et effectivement, de ce point de vue-là, on a l'impression que les choses apparaissent sous un angle beaucoup plus optimiste. Ceci dit, ça nous laisse toujours sur un taux de 11,5% de personnes insuffisamment nourries sur la planète. Enfin, plus exactement, dans les pays en développement. Alors, il faut aussi peut-être avoir en perspective l'ensemble de l'évolution que l'on a connue sur la période, sur les 40 dernières années. La disponibilité alimentaire par personne, maintenant on a de plus en plus tendance à l'exprimer en joules, mais pour rester en calories, est passée en gros de 2400 à 2800 kilocalories par personne, et c'est une progression de 18%. Et à 2800 en moyenne, ça veut dire qu'on est bien au-delà du seuil de sous-nutrition. Au Moyen-Orient et en Afrique, cette évolution a été de la ration alimentaire calorique de 22%, et en Asie de 32% par rapport à 1970. Au passage aussi, parce que ça peut être un élément des enjeux futurs, la proportion de la consommation sous forme de produits animaux, on est là sous l'angle énergétique, sous l'angle des calories. En Asie, elle est passée de 7 à 16%. En Afrique et au Moyen-Orient, on note une stabilisation autour de 8%. Et dans l'ensemble des pays de l'OCDE, du moins du groupe OCDE 1990, puisque d'autres pays se sont rajoutés, on note même une diminution de la part des calories animales dans la ration totale de 32 à 28%. Mais on note déjà aussi que, compte tenu des écarts que l'on observe, la réalisation d'une sécurité alimentaire qui impliquerait un alignement sur les rations occidentales de la part des produits animaux est de toute façon un enjeu inaccessible, et de toute façon, on pourrait dire que l'OMS vient de nous rassurer là-dessus, ça n'est pas non plus un enjeu souhaitable. Pour souligner aussi les difficultés que l'on a à pouvoir projeter la situation alimentaire dans les décennies qui suivent, j'ai repris ici l'indice des prix alimentaires tel qu'il est établi par la FAO depuis 1960 jusqu'à cette année. Et ce que vous observez grossièrement, c'est deux mouvements très opposés.
un mouvement de baisse continue entre 1990 et entre 1960 et 1990, si on en accepte l'accident qui a été créé en 1972-73 par une crise sur le marché céréalier mondial. Mais en gros, vous avez une diminution progressive des prix alimentaires, une petite stabilisation, et puis, depuis 2002-2004, une forte croissance des prix alimentaires. Dans un petit calcul rapide, j'avais constaté que ce que l'humanité avait gagné en économie sur son alimentation pendant 30 ans, elle l'a pratiquement perdu sur une période de 6 à 8 ans que l'on vient de connaître. Ça montre aussi l'importance des défis. Et ce que vous avez en ligne verticale en 2001 et 2007, ce sont les dates de publication des rapports d'évaluation du GIEC. Donc le 3e rapport d'évaluation en 2001, le 4e rapport d'évaluation en 2007. Or, que trouve-t-on dans ces rapports d'évaluation quand on fait référence à la dynamique des prix alimentaires? C'est l'indication que la plupart des études économiques s'attendent à ce que les prix alimentaires continuent à baisser ou du moins se stabilisent pour les 20 prochaines années. Vous voyez, en 2001 ou en 2007, vous voyez que Alors, comme économiste, j'ai tendance à assumer cette expression qui consiste à dire les prévisions des économistes sont difficiles à faire, surtout quand elles concernent l'avenir. Alors, ça rajoute une dimension aussi à l'incertitude qui pèse sur ce qui nous attend en termes non seulement de volume de production, mais de registre des prix auxquels cette alimentation sera accessible. J'ai représenté ici une sorte d'imbrication complexe entre sécurité alimentaire et changement climatique, juste pour distinguer des facteurs qui, effectivement, risquent d'être affectés directement par ces modifications dans le régime des climats, donc température, précipitation, CO2, ozone, pour les distinguer des facteurs non climatiques. Simplement aussi pour souligner que l'ensemble de ces éléments sont reliés à la production, les cultures, l'élevage, la pêche, et des éléments non reliés à la production, mais qui jouent leur rôle aussi dans la réalisation de la sécurité alimentaire. Bien entendu, ce sont les revenus, ce sont les dynamiques observées dans la transformation des produits alimentaires, le transport, etc. Et tout ça, effectivement, contribue à la réalisation ou la non-réalisation de la sécurité alimentaire. Oui, ça a l'air plus visible sur le grand écran que sur le mien. Vous avez ici déjà, dans le cadre des études recensées par le GIEC pour le dernier rapport, une carte du monde qui essaie de représenter une conjonction de différents indicateurs qui contribuent à définir ce que les auteurs ont appelé la vulnérabilité au changement climatique. Et vous avez les couleurs les plus rouges ou les plus brunes qui représentent le plus grand degré de vulnérabilité au changement climatique. Et vous voyez qu'évidemment apparaît une sorte de croissant du risque, en quelque sorte, entre l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, le continent indien, etc. Si vous mettez ça en comparaison avec le taux de nutrition observé en 2014, eh bien, il y a des rapprochements qui sont manifestes. Et si on le fait de manière plus précise ici, on s'aperçoit que ce que l'on peut diagnostiquer comme zone vulnérable au changement climatique est fortement corrélé, connoté à la situation alimentaire aujourd'hui. Donc on peut penser aussi que c'est une dimension importante. Les modèles qui ont été mis en place pour projeter
l'effet des changements climatiques sur la production agricole à plus ou moins long terme nous produisent, enfin rassemblés sur une carte, nous produisent cette situation, d'où il ressort que, évidemment, il y a une distribution très inégale des effets de ces changements climatiques sur la production alimentaire, puisque les zones qui apparaissent en vert plus ou moins foncé seraient des zones dans lesquelles la production agricole serait plutôt avantagée par les transformations que l'on peut attendre du climat d'ici quelques décennies, et à l'inverse, les zones en jaune ou en couleur de plus en plus brune sont celles qui sont le plus affectées négativement par l'évolution de ces changements. Et vous voyez évidemment ce que l'on sera amené à revoir plus en détail, que les latitudes basses, les zones de latitude basse sont les plus concernées par l'effet des changements climatiques. Donc, en fait, les zones de latitude basse, c'est-à-dire les pays qui ont déjà le plus de problèmes à intensifier leur production agricole. Évidemment, on s'aperçoit que dans l'hémisphère nord, là, la situation est assez inégale, puisque un géant de la production agricole aujourd'hui, comme les États-Unis, sera aussi, lui, lourdement affecté dans ces régions les plus fertiles, alors que le Canada semble s'en tirer un peu mieux. Voilà une autre carte tirée d'une autre modélisation sous les soins de la Banque mondiale qui l'exprime d'une autre façon, et vous voyez davantage aussi cette région verte, plus ou moins foncée, qui désigne des pays relativement favorisés, et vous pouvez constater que, par exemple, le Québec fait figure des régions qui seraient les plus avantagées par ces changements climatiques, ce que nos climatologues aussi ont confirmé sur des scénarios plus précis. Mais vous voyez que pour le reste, dans le reste du monde, les prévisions sont relativement pessimistes. Aussi, une autre projection qui essaie d'évaluer, selon différents modèles climatiques, quel serait en Afrique le nombre... oui, c'est ça. Donc, en Afrique, le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui souffriraient de malnutrition, et la comparaison entre 2000 et 2050, et c'est tiré d'un modèle assez complexe qui s'appelle l'Impact, et qui a fait la distinction entre ce que serait cette population d'enfants de moins de 5 ans malnourris sans changement climatique, à un horizon 2050, suite aux améliorations qui auraient été apportées dans la production agricole, et ce qu'il en est avec les changements climatiques. Ce que l'on observe d'une manière générale, et la distinction a été faite pour 3 grandes régions d'Afrique, les pays de l'Est de l'Afrique, ceux du Sud de l'Afrique et ceux de l'Ouest, où on a déjà des situations assez différenciées. Mais si on s'attarde simplement au pourcentage, ce que l'on observe, c'est que cette population, cette proportion d'enfants de moins de 5 ans malnourris diminue par rapport à la situation 2010, mais elle diminue moins fort que s'il n'y avait pas eu de changement climatique, selon le résultat de ces modèles. Et la situation la plus préoccupante reste effectivement pour les pays de l'Est de l'Afrique. Alors, si on s'attend à ce que ces impacts soient négatifs pour un certain nombre de pays, ils vont prendre quelle forme? Qu'est-ce qui va être affecté? Vous pensez bien évidemment qu'il s'agit des rendements des principales cultures, et ce que les chercheurs ont déjà établi sur la base des rendements qui ont été observés depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire depuis 40 ans, c'est que les changements actuels, les changements climatiques, ont déjà un rôle dans une évolution des rendements. Ce qui est mesuré ici, ce n'est pas l'évolution des rendements tels qu'ils ont été constatés, c'est l'impact des changements climatiques déjà observés sur l'évolution des rendements. C'est-à-dire que, par exemple,
dans le maïs, dans le riz, les rendements continuent à augmenter, selon les observations. Mais ils ont augmenté moins que s'il n'y avait pas eu ces changements climatiques. Et vous voyez que cet écart est plus marqué pour la région tempérée pour le moment, et puis elle est marquée de manière différentielle pour les principales grandes céréales. Elle est très marquée pour le blé. Beaucoup de chercheurs ont établi effectivement que la dimension climatique dans l'évolution récente des climats, des rendements en blé était assez importante. Elle est relativement neutre pour le soja et relativement faible pour le riz et plus marquée également pour le maïs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans cette dimension déjà actuelle de changement climatique, on aurait déjà des rendements plus élevés qu'ils ne sont. Alors si on projette l'ensemble des prévisions que les différents modèles ont établies pour les cultures en question, pour les différentes décennies ou les différentes périodes qui nous attendent, ce que vous voyez, parce qu'évidemment, il y a eu une quantité de modélisations qui ont donné des résultats différents, et ce que les chercheurs du GIEC ont cherché à faire, c'est de rassembler l'ensemble de ces données pour voir s'il y avait des tendances qui se confirmaient. Et ce qu'on observe, évidemment, c'est que plus on s'éloigne dans le temps, plus les prévisions pessimistes l'emportent sur les prévisions optimistes. Et les prévisions optimistes sont ici représentées par la barre des différents bleus, et les prévisions pessimistes, c'est-à-dire plutôt une baisse des rendements, par la barre des couleurs jaunes et brunes. Et alors que, effectivement, si on observe pour 3 grandes céréales, celles qui contribuent le plus à l'alimentation humaine, on a des évolutions très marquées des rendements au cours des 30 ou 40 dernières années. Sur les 3 graphiques qui suivent, ce qui est représenté, c'est l'évolution des rendements dans le pays qui affiche les plus hauts rendements, et puis l'évolution des rendements dans le pays qui a connu la plus grosse évolution des rendements, qui n'ont pas forcément les plus gros rendements actuels, et dans les 3 cas d'ailleurs il se trouve que c'est la Chine, et puis tout en bas, un contributeur important à la production de cette céréale, mais avec des rendements différents. Alors évidemment, si vous comparez les rendements observés en Afrique subsaharienne à ceux atteints aux États-Unis aujourd'hui, vous voyez qu'on n'est même pas dans le même ordre de grandeur, puisqu'on est plutôt près d'1 tonne en Afrique subsaharienne et plus proche des 10 tonnes pour le maïs. Alors, voilà pour le maïs. Pour le blé, vous voyez déjà la manifestation de cette stabilisation, puisque c'est en Europe qu'on trouve les plus hauts rendements. Et puis, les écarts qui existent entre ces rendements européens et puis, par exemple, la Chine. Ce qui peut, du côté de la Russie, par exemple, et si on mettait l'Ukraine ou le Kazakhstan, pourrait constituer un facteur d'espoir, parce que ça veut dire que là, il y a des potentialités d'augmentation des rendements qui sont très importantes. Enfin, pour le riz, vous voyez qu'on a une autre stabilisation des rendements. C'était au Japon qu'on avait les rendements les plus élevés. Et la Chine a rattrapé, mais elle est aussi face à la stabilisation de ses rendements. Il y a effectivement un défi, celui d'augmenter la production agricole, mais on s'aperçoit aussi que cette augmentation de la production agricole peut s'accompagner de ce qu'on a appelé des paradoxes. Puisque si on cherche à faire une relation entre augmentation de la production agricole et amélioration de la sécurité alimentaire, on va constater que cette relation n'est pas aussi simple qu'elle pourrait apparaître a priori. C'est-à-dire que l'amélioration de la production agricole n'entraîne pas nécessairement, systématiquement, une amélioration de la situation alimentaire dans un certain nombre d'endroits. Et notamment ce qui est illustré par ce qu'on a appelé, il y a quelques années, le paradoxe de Sikasso. Sikasso, c'est une ville du sud du Mali
qui se trouvent dans la région cotonnière et dans lesquels il se fait également beaucoup de maïs. La production de maïs a énormément augmenté dans cette région et on a observé que l'état nutritionnel des enfants s'était plutôt dégradé. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ce paradoxe? C'est que les femmes ont largement contribué à cette augmentation de la production agricole. Elles ont été plus impliquées dans la production et ce faisant, elles ont consacré, parmi les explications qui sont avancées, un peu moins de temps aux enfants. Elles ont modifié la diète alimentaire, qui était auparavant plus diversifiée, par l'utilisation de plantes plus marginales. Et donc, on a observé une augmentation du taux de malnutrition et des retards de croissance. Puis à cela s'ajoute... On va essayer de... les chercheurs aussi ont cherché à représenter les liens qui pouvaient exister entre les changements climatiques et puis différents domaines de la santé dans lesquels je ne vais pas m'engager, mais ils l'ont représenté sous la forme de ce diagramme dans lequel sont distribués l'ensemble des problèmes de santé tels qu'ils existent à l'époque actuelle, avec le niveau de risque associé à chaque type. Alors vous trouvez évidemment les problèmes associés à la malnutrition dans cet angle, les problèmes de santé portés par des vecteurs, la santé liée à l'occupation. Vous avez les problèmes de santé associés aux variations extrêmes de température, d'événements, ainsi de suite, la qualité de l'air. Ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'agriculture et l'alimentation, vous apercevez qu'il s'agit de deux secteurs relativement importants, c'est-à-dire ce qui est qualifié de sous-nutrition dans l'angle du haut, et puis aussi les infections apportées par l'alimentation. Ce qui est représenté en jaune, c'est le risque qui risque d'être difficile à gérer dans un certain horizon, et ce qui est représenté en brun, c'est ce qui pourrait être réduit comme niveau de risque si on poussait le plus loin possible les mesures d'adaptation. Vous avez la situation actuelle. La situation à l'horizon 2030-2040 est représentée par ce schéma. Vous pouvez vous rendre compte que les questions liées à la sous-nutrition et aux maladies apportées par l'alimentation représentent une évolution importante, et encore plus si on projette ça à la fin du siècle. Et on pourrait dire donc effectivement les questions alimentaires deviennent primordiales. Je voudrais au moins évoquer aussi un des paradoxes on a l'impression de formules un peu complexes. Ce que j'ai voulu écrire là-dessus, c'est que si on réduit la problématique des changements climatiques, elle pourrait être formulée ainsi: l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère provoque des changements climatiques qui provoquent une baisse des rendements et donc qui vont aggraver la sécurité alimentaire. Mais ce serait trop simple parce que le CO2 joue un rôle plus complexe. On s'est rendu compte que, indépendamment des changements de température, l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère pouvait favoriser l'augmentation des rendements et donc avoir un effet positif sur la sécurité alimentaire. On a même projeté dans certains modèles, on a même constaté que cette augmentation de la teneur en CO2 pourrait réduire de moitié la gravité des modifications de rendement. Mais c'est encore plus complexe parce que cet effet ne se manifeste que pour des plantes C3, c'est-à-dire, en fait, ça c'est le mode de fixation du carbone, et donc ça concerne le blé, le riz, l'orge et le soja. Par contre, il y a des effets nuls sur les plantes C4, c'est-à-dire maïs, sorgho, mil, etc. Et pour ajouter encore à la complexité, c'est que si l'augmentation de CO2 peut contribuer à augmenter les rendements, il peut contribuer aussi à modifier la teneur des aliments, notamment en micronutriments,
C'est le cas pour le fer, c'est le cas pour le zinc, et c'est aussi le cas pour les protéines, le taux de protéines. Donc on va avoir plus de calories, mais on aurait une moindre qualité nutritionnelle. Et ça, c'est problématique parce que déjà, si on voit les pays où les céréales qui seraient le plus affectées par ça sont les plus consommées, et celles où elles apportent au moins 70% de l'un ou l'autre de ces micronutriments, c'est-à-dire le fer ou le zinc, et bien, il y a près de 2 milliards de personnes qui sont concernées. Si il s'agit de regarder ceux où ces céréales apportent plus de 60% des 2 micronutriments, c'est près de 700 millions de personnes qui sont concernées. Donc, c'est une dimension importante de la réalisation de la sécurité alimentaire et c'est une conséquence tout à fait ambiguë des changements climatiques. J'aurais voulu évoquer aussi les questions des rapports entre eau et énergie avec les changements climatiques, mais on va passer un peu plus loin. Simplement pour souligner que la disponibilité en eau est une dimension importante de la réalisation de la production agricole et que cette disponibilité en eau, elle est évidemment conditionnée par le type de production qui est privilégié. Par exemple, si des modèles ont calculé que si on réduisait la part des productions animales dans la ration protéique à différents seuils, on obtient une économie sur l'utilisation de l'eau qui peut être relativement importante. Par exemple, si on réduit la part des protéines animales dans les protéines totales à 12,5%, bien on réalise une économie de 15% dans l'eau d'irrigation. On réalise une économie de 9% dans l'eau pluviale, dans l'eau dite verte. Ça veut dire qu'avec ça, on peut produire d'autres céréales et nourrir d'autres personnes. Enfin, dernière dimension, on avait surtout privilégié la relation sécurité alimentaire et santé. Du côté de la production agricole, eh bien, on ne peut pas passer sous silence que la production agricole, l'augmentation de la production agricole va passer par une augmentation de l'irrigation qui, elle, risque d'induire une aggravation des phénomènes de paludisme. L'utilisation accrue des engrais impliquera nécessairement une détérioration de la qualité de l'eau de certaines nappes d'eau, comme on l'a constaté dans les pays occidentaux. Évidemment, on mentionnera au passage l'utilisation accrue des pesticides qui sera probablement rendue nécessaire. Or, selon les données de l'OMS, on sait qu'elle provoque déjà, cette utilisation, plus de 300 000 décès par an du fait de l'utilisation des pesticides. Et puis, il faut évoquer aussi une place peut-être plus importante pour les maladies zoonotiques, puisque on verra avec l'augmentation de la production animale et une augmentation des concentrations d'animaux. Tout ça pour dire, on est en conclusion, qu'il ne faut pas pour autant considérer qu'on est dans une vision uniquement pessimiste, parce que si on regarde ce qui se produit actuellement comme production en termes de calories, aujourd'hui, enfin ça c'était un calcul d'il y a quelques années, on estime qu'on récolte par habitant 4600 calories. On en perd 600 dans les pertes post-récolte. On en consacre 1700 à l'alimentation des animaux, qui nous restitue sous forme de calories animales 500 kilocalories, ce qui nous ramène à 2800. Et là, on en perd encore 600 en perte et gaspillage alimentaire, donc la disponibilité nette pour la consommation, c'est de 2000. Ce que je voulais indiquer par là, c'est que vous avez à chaque niveau des possibilités d'amélioration. Vous pouvez porter évidemment le seuil de récolte comestible au-delà des 4600, mais vous pouvez aussi réduire sensiblement les pertes post-récolte par des installations appropriées. Un enjeu important, c'est la part de la production animale dans la ration alimentaire, puisque vous voyez qu'elle représente un prélèvement relativement important. Et puis aussi la
la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. Donc, en conclusion, on peut dire que, incontestablement, les changements climatiques aggravent globalement les défis de réduire les problèmes de santé liés à l'alimentation et qui supposent une amélioration de la diète alimentaire de ceux qui sont déjà actuellement mal nourris, donc une augmentation significative de la production agricole, une réduction des pertes, et évidemment, et c'est inévitable, une modification de la diète alimentaire de ceux qui sont considérés actuellement comme bien nourris. Et peut-être que la réduction, on parlait beaucoup hier de co-bénéfices, on pourrait considérer qu'à la suite des dernières observations de l'OMS sur les risques associés à la consommation de viande ou de charcuterie, on constate aussi que essayer d'améliorer la situation de la santé en relation avec ces risques va aussi contribuer à créer des meilleures conditions pour la sécurité alimentaire à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur de Bailleul. Si j'ose une synthèse avec ce qu'a dit votre collègue de Montréal, Andrew Gonzalez, hier, si je vais passer ma retraite au Nunavut, j'ai bon espoir de pouvoir me nourrir, mais il faudra que je me méfie des renards arctiques qui peuvent être enragés. Donc, y a-t-il des questions? Là-bas, Pascal Baudot. Bonjour, Pascal Baudot, Institut de veille sanitaire, mais je m'exprime là à titre personnel. Je félicite les organisateurs d'avoir introduit de façon très large le problème des ressources alimentaires dans le débat, parce qu'il me paraît essentiel concernant son impact de santé publique. Mais en même temps, on n'a peut-être pas tout à fait été au bout des choses sur un point. On présente par exemple une cartographie de l'impact du changement climatique au niveau mondial, et on voit finalement que le Canada ou la France s'en tire assez bien, c'était des zones vertes sur la première carte. Or, les problèmes sont peut-être déjà en train de s'exporter. Je pense à la Chine n'assure pas son équilibre alimentaire maintenant, et donc il y a des achats de terres agricoles dans différents pays. On songe aussi aux flux migratoires actuels qui viennent de régions qui sont très durement touchées par le changement climatique et par le manque de ressources alimentaires, comme le Moyen-Orient ou l'Est africain. Enfin, on pense aux guerres asymétriques, qui sont peut-être des expressions collectives d'une certaine pression sur les ressources, en plus des pressions politiques et militaires. Et ce qui m'étonne un peu, c'est le manque de littérature sur le sujet. On rapproche, par exemple, l'augmentation de la fréquence des vagues de canicule ou des épisodes de pollution. On essaye de leur attribuer une causalité avec le changement climatique en exprimant 100 par pourcent. Par exemple, 75% des pointes des canicules seraient attribuables au mouvement, au changement climatique en cours. Or, pour tous ces phénomènes d'exportation des problèmes de certaines régions du monde vers d'autres, il y a très peu de littérature sur le sujet. Est-ce qu'il y a une part qui est due au changement climatique, et est-ce qu'il y a des équipes qui s'occupent de quantifier le phénomène? Alors, oui, je vous dirais effectivement qu'il y a des équipes qui essaient de quantifier le phénomène, mais là, ça veut dire qu'on construit des modèles qui ne se contentent pas de projeter ou de calculer des variations de rendement, par exemple, à partir de variations de conditions climatiques locales, mais qui cherchent à projeter des réalisations d'équilibres globaux pour essayer de voir comment ces mouvements se manifestent. Ça veut dire une dimension notamment économique qui s'appuie sur, pour réaliser les bilans, il faut faire une projection sur les prix aussi. Et donc on a des modèles qui sont à la fois beaucoup plus complexes et puis dont la confiance dans les résultats est beaucoup plus limitée, puisqu'on a vu tout à l'heure simplement le renversement
de la dynamique des prix alimentaires sur quelques années. Aujourd'hui, vouloir prétendre projeter l'état des prix dans 10 ans ou 15 ans, c'est assez héroïque. Ceci dit, pour prolonger votre observation, on peut dire que ce que l'on a connu autour de la crise alimentaire de 2008, qui s'est conjuguée avec cette crise financière, elle peut être aussi une anticipation du type de crise que l'on pourrait connaître dans les années à venir. Merci. Michel Riotto. Michel Riotto, France Nature Environnement, Île-de-France. Lorsque vous faites de la production agricole, il faut tenir compte aussi des ressources en engrais. Et vous savez bien que les phosphates dans le monde sont limités. Donc, on ne peut plus espérer, au bout de 30 ans, d'avoir énormément de montée en concentration de rendement. Et d'autre part, on peut signaler déjà qu'en Île-de-France, qui est une région riche céréalière, les rendements en céréales, qui étaient de l'ordre de 8 à 10 tonnes à l'hectare, baissent systématiquement depuis 2003. Effectivement, la tendance est relativement à la baisse. Encore que j'étais dimanche dernier dans ma famille, dans le Pas-de-Calais, et mon neveu est venu m'aborder, est venu me dire « Sais-tu ce qu'on a fait comme rendement sur tout notre blé cette année ? C'est 122 quintaux. » Et ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer. On a en France cette année une situation très particulière avec des rendements qui sont nettement au-dessus de la moyenne. Mais je souscris à ce que vous dites, en particulier, peut-être pour le phosphate, pour le nitrate, qui est encore évidemment aussi essentiel. Le problème, c'est que son coût est directement corrélé à l'énergie, puisque c'est simplement, ça consiste, on fait les engrais nitratés simplement en retirant l'azote de l'air et puis en transformant en nitrate. Par exemple, pour citer un chiffre, on estime que les rendements en maïs en Afrique pourraient être facilement doublés si on appliquait 50 kg d'azote par hectare. Quand on compare avec les taux d'utilisation d'azote dans les contrées du Nord, ça paraît très modeste. Mais actuellement, ça représenterait 7 fois l'utilisation de l'azote dans ces mêmes régions. Donc c'est au-delà des capacités. Et ça m'amène d'ailleurs à souligner qu'il y a deux grands enjeux tels qu'apparaît, enfin on verra ça dans 15 jours, mais autour de la COP 21, c'est à quoi s'engagent les États en termes de limitation de leurs propres émissions et à quoi s'engage l'État en termes de transfert de soutien aux pays du Sud. Et pour moi, je suis convaincu qu'une bonne partie de ce soutien doit être une relance du soutien à l'agriculture qu'on a complètement négligé depuis une trentaine d'années. Puis juste au passage, je voudrais dire qu'il y a un troisième fertilisant important dans la production agricole, c'est la potasse. Et j'habite actuellement un pays où les ressources en potasse correspondent à peu près 500 ans d'utilisation actuelle mondiale de la potasse. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les propriétaires de cette ressource de spéculer dès que les prix alimentaires augmentent, comme s'il s'agissait d'une ressource rare. Charlotte Marchandise, et après Francine Morano, et puis on va en rester là parce que sinon on fait exploser le temps. Oui, donc Charlotte Marchandise, Ville Santé OMS. Moi, j'avais une question de la façon dont les recommandations s'alimentent les unes les autres, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle à des professionnels de santé ou en termes de collectivité, par exemple, de mettre des repas végétariens, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a des enjeux à la viande, on nous dit « mais les recommandations de la Haute Autorité de Santé, je ne sais pas s'il y a des gens de la HAS, c'est qu'il faut manger de la viande, sinon on n'a pas de fer et ça tourne vite au psychodrame, cette histoire de viande. » Et donc, ça serait intéressant d'avoir justement de la recherche un peu qui s'unit et de la littérature sur cette histoire du fer, parce que sur le terrain, honnêtement, on n'y arrive pas. Oui, il faut peut-être aussi répondre à ça qu'il ne s'agit pas de militer pour un régime végétarien. En tout cas, moi, je ne serais pas porté à le faire, non pas seulement parce que j'apprécie la viande de temps en temps, mais on ne peut pas oublier que presque les 2/3 des superficies agricoles disponibles dans le monde le sont sous forme de prairies.
et que la seule façon de les valoriser, c'est de mettre des animaux dessus, et notamment des ruminants. Sauf à considérer que notre vocation est de devenir nous-mêmes des ruminants, mais là, on se situe, disons, dans un régime de fiction peut-être un peu plus poussé. Ok. Très rapidement, Fraskin. Oui, parce que- oui. Simplement, vous n'avez pas évoqué le problème du gaspillage alimentaire dans les pays développés, qui est absolument énorme et dont on parle en ce moment, en tout cas en France, pas mal pour essayer de faire en sorte qu'il soit réduit. Oui, ben je l'ai évoqué seulement dans Oui, à dans mon peine. graphique à la fin. Oui. Effectivement, ça, c'est un des gros enjeux. Je pense effectivement que la réalisation de la sécurité alimentaire à long terme passe par une augmentation de la production agricole, mais elle passe effectivement par la réduction des pertes et des gaspillages. Et il y a eu beaucoup de littérature qui s'est produite là-dessus, et d'ailleurs une littérature qui concerne les moyens de réduire ce gaspillage en ville, par exemple, pas seulement dans les entreprises ou dans les ménages, mais dans l'organisation urbaine de la distribution alimentaire. Donc il y a tous des défis importants et qui auront une portée significative. Et puis l'autre volet de pertes, c'est les pertes post-récolte. Là encore, c'est lié au manque d'infrastructures, de transport, de stockage, un manque sur lequel on peut agir aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur de Bailleul.